L'observation actuellement des faits dans un grand nombre de domaines qui concernent la physiologie humaine, qui concernent la médecine et la santé publique, qui concernent des paramètres comme la biométrie, la durée de vie, qui concernent aussi l'économie, montre que nous sommes en train d'arriver progressivement à des plafonds, des capacités maximales atteintes, individuelles et collectives. Et l'ensemble de ces questions est aussi à mettre au regard d'une augmentation majeure des contraintes, de contraintes environnementales en particulier, celle des élévations de température, celle de l'élévation du niveau des mers aussi pour toutes les populations qui sont en bordure de littoral, ou pour tous les pays en dehors de la France qui sont concernés également par cette... et pas seulement les pays les plus lointains des îles Pacifiques. On a vu aussi avec Sandy à New York les impacts majeurs que pouvait avoir une conjonction d'événements qui sont en train progressivement de voir leur probabilité augmenter. Événements extrêmes, événements climatiques, tempêtes, qui sont les conditions de déstabilisation de l'environnement principalement. À cela s'ajoute une question sur la réalité des capacités endogènes de l'espèce, donc globalement son patrimoine génétique, qui a vu ses capacités augmenter au cours du dernier siècle, des 2 derniers siècles, on va mettre ça sur 10 générations depuis l'invention de la machine à vapeur. C'est principalement une idée d'énergie qui est derrière tout ça. Et cette énergie montre qu'on en a tiré les plus grands bénéfices. Et donc nos vitesses de croissance ont été extrêmement importantes au début du XXe siècle. Et puis maintenant, on arrive à des rendements décroissants, donc des plafonds de capacité qui sont en train d'approcher, en même temps que les effets secondaires de toutes nos technologies sont en train de s'associer les uns aux autres pour donner un monde plus complexe, plus contraignant et moins facilitant pour l'homme. Et là, on entend plus, et on a entendu pendant le colloque, cette idée d'une potentialité de l'homme démesurée dans Ouais. sa durée de vie, dans un homme Ouais. immortel, Ouais. un homme augmenté, un homme machine, un homme... en fait, ce que tu proposes va à l'inverse de ça, c'est-à-dire montre qu'il n'y a pas un développement asymptotique, mais qu'on a une espèce de courbe avec un plateau et que tu analyses à différents niveaux, Ouais. qu'on retrouve à différents niveaux. Et ces spéculations-là, en fait, elles sont associées à cette fonction de déni sur laquelle j'ai insisté, parce que ça a été une fonction d'adaptation. C'est vraiment de se dire à un moment donné, je refuse la possibilité de ma mort pour aujourd'hui et pour demain, donc je peux faire des projets pour demain, puisque je ne serai pas mort. Et donc ça veut dire que chaque jour, on voit que cette possibilité-là nous redonne l'occasion de jouer le lendemain, le surlendemain, évidemment, puisque ça ne survient qu'une seule fois. À la fin. Et donc cet aspect-là est ancré réellement, et je suis certain qu'on finira par trouver les relations complexes à l'intérieur du cerveau qui permettent, on en a vu quelques-unes autour de l'optimisme, et de l'optimisme qui est porté par certaines régions cérébrales, qui traitent en particulier celle de la capacité à tenir compte des erreurs sur l'appréciation d'une situation. Et de se dire, bon, bah, de toute façon, on y arrivera bien, on va trouver autre chose, et puis si c'est pas nous, c'est la génération suivante, etc. Non, je ne crois pas que l'espèce fonctionne différemment de toutes les autres espèces, même si elle a développé des capacités d'une extraordinaire complexité, en particulier dans la technologie. On est beaucoup plus habilis d'ailleurs que Sapiens dans ce domaine-là. Et sur cet aspect, la capacité à encore créer d'autres technologies va dépendre de quoi? Va dépendre de l'énergie, dont on voit l'épuisement des ressources à terme, d'une ou 2 générations, va dépendre surtout de l'économie et de la redistribution de ces économies, qui sont elles aussi en train, vous l'avez vu, de passer la ligne du zéro. Donc on est en train de passer de fonctions de croissance lentes, voire inexistantes, à des fonctions de régression économique que la Grèce a connue pour ces 4 dernières années, et dont un certain nombre de pays vont progressivement faire connaissance. Donc on n'est pas du tout dans cet optimisme béat dans lequel la recherche va sortir ex nihilo. Non, non, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'investissement humain et matériel, et si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, on n'invente pas les nouveaux médicaments, on n'invente pas les nouveaux cas artificiels, puisqu'il en faudra un autre après celui qui tombe en panne. Et sur l'ensemble de ces points-là, il nous faut des conditions qui permettent le renouvellement, les nouvelles classes de biotechnologie et, in fine, l'utopie absolue, celle de la transformation du génome humain, à laquelle on n'assiste absolument pas dans les 2000 prochaines années. Ça relève purement du fantasme.
absolument. Sur ces Donc, points-là, la maîtrise, la compréhension même du concept de gène n'est pas acquise. On a tout remis en question il y a 1 an et demi dans une série de publications considérables qui ont montré que le gène, c'était pas la clé, c'était l'une des clés et qu'elle était soumise comme toutes les autres clés à des changements de situation, à des changements environnementaux, à des situations d'une extraordinaire complexité qui font que, voilà, même sur le plan cellulaire, on ne sait plus de quoi on parle réellement. Donc il faut repartir, et 1000 fois sur le métier, remettre notre ouvrage. L'avancée des connaissances ne fait qu'augmenter le champ des questionnements. Absolument, c'est exactement ça à quoi aboutit le constat de Lewis Carroll. Et donc si on se pose la question de l'homme dans tous ses états et de l'homme de demain, est-ce que tu sembles dire que c'est la prise en compte du réel et non pas le déni, la prise en compte de cette réalité-là, quotidienne, qui va permettre de regarder devant. On dirait que le déni est proportionnel à la peur et que la peur est proportionnelle à l'ignorance. C'est-à-dire, on dirait que l'homme contemporain se vit comme s'il venait d'arriver sur cette planète, sans se relier à l'aventure humaine, et donc du coup, ça l'oblige à fantasmer, ça l'oblige à... D'une part, on ignore quasiment tout, et on a une si faible accumulation de connaissances dont on s'émerveille, effectivement, et à juste titre, mais qui est mineure par rapport à toute la complexité des interactions, à toutes les échelles, du quark jusqu'à ce qui se passe entre 2 galaxies quand elles se rencontrent. On voit bien qu'on ne sait pas donner la limite de l'univers, ni même la limite la plus intime de l'atome et finalement de ses particules. Même si on a découvert le boson de Higgs, c'est à nouveau, comme le disait Jean-François Mady, pour relancer une série de 1000 questions sur mais qu'est-ce qui constitue la nature de cette particule. On a les mêmes, et toutes, une des grandes nouveautés aussi, c'est qu'on se rend compte que toutes sont soumises à des processus identiques, c'était ce par quoi je commençais, en particulier ces processus de sélection. Même la physique, même la cosmologie sont soumises à des processus de sélection. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, l'univers, pourquoi, pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, va trouver les conditions d'optimisation, et en particulier les optimisations des transferts énergétiques. Et tout ça, ça se fait à toutes les échelles universelles. Alors, on est en train de découvrir ça, cet assemblage de poupées russes qui définit la fractalité, dans lequel on retrouve à chaque fois dans le plus petit la forme qu'on avait à l'étage des vents, à la table d'après, à celle. Et cette complexité-là nous perturbe totalement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un devoir des scientifiques à réenchanter à travers ce que tu viens de dire ? C'est-à-dire plutôt que de considérer qu'il n'y a rien à découvrir et qu'on est dans un monde désespérant parce qu'en même temps on ignore la suite, est-ce qu'il n'y a pas une fonction des scientifiques à réenchanter par l'ignorance, par la mesure de l'ignorance ? Alors c'est la grande question de la connaissance. Lionel Nakache aborde ça en disant « Est-ce que nous perdons connaissance ?» Simplement parce que cette image de nos croyances, y compris dans le champ scientifique, de nos croyances scientifiques, celles sur lesquelles on s'établit autour d'un consensus pour dire parlons de la même chose, et finalement on finit par y croire à ce quelque chose qui définit soit une interaction faible, soit un module de traitement, soit une interaction entre espèces dans une étude d'écologie des milieux. À chaque fois, on doit se parler les uns les autres, définir l'objet de notre propos, et donc, à un moment donné, finir par dire, on tourne autour de ce concept. On ne tourne pas autour de la réalité. On ne vit pas la réalité. On la décrit, et on utilise le concept. Et on s'échange ces concepts-là, y compris dans nos publications les plus compliquées au niveau scientifique. Ce ne sont jamais que des idées, qui se basent sur des observations de faits réels, mais qui sont ensuite déjà transformées. Alors, réenchanter à partir de là, ça veut dire changer de croyance, mais ça veut dire en apporter une autre, et cette croyance en la science en est une autre forme. Là encore, on rejoint à nouveau cette même idée que les scientifiques partagent et qu'ils ont énormément de mal à faire passer parce qu'il faut rentrer dans d'autres mondes qui tiennent compte de nos câblages, de nos fonctions de partage, de nos échanges, qui passent par tout ce que sont finalement nos capacités cérébrales et de façon très générale de nos organismes à interagir les uns avec les autres. Et fort heureusement, il n'y a pas que le cerveau qui joue là-dedans.